Bonjour, Yael, c'est Mama. Ce n'est pas une nouvelle émission de Katava que j'ai l'habitude de vous présenter sur les ondes de Radio J chaque semaine, mais une émission consacrée aujourd'hui à la mémoire de mon père, Serge Ajdenberg. Je n'ai pas souvent eu l'occasion de dire autour de ce micro que oui, j'étais la fille du fondateur de cette magnifique radio, Radio J, et que aujourd'hui, nous allons avec ma mère, Suzy, mes 3 sœurs, Noémie, Judith et Déborah, rendre hommage à notre père, Serge Ajdenberg, décédé vendredi dernier, le 5 mars, à l'âge de 79 ans. Bien entendu, ces moments vont être des moments d'émotion intense pour nous 5. Il nous est paru tout à fait à notre place et légitime de venir lui rendre hommage autour de ces micros. Lui, le fondateur de cette première radio juive en France, la première radio à avoir porté la voix des Juifs de France, au-delà de ce qui leur était cantonné jusque-là, quelques médias écrits. Et sa voix a résonné dans vos foyers pendant plus de 35 ou 36 ans. Oui, maman me fait non de la tête, elle va vous dire oui, pendant au moins 35 ou 36 ans jusqu'en 2018. Il a été président de Radio J jusqu'en 2018. Il a effectivement, ma mère a raison, elle a toujours raison. Sa voix a résonné jusqu'au 12 février 2021, 19 février, c'est une date que je ne devrais pas pouvoir oublier d'ailleurs, jusqu'au 19 février 2021 où il a livré son dernier éditorial sur Radio J. C'était donc juste 2 semaines avant sa mort. Peut-être, je me tourne vers nos techniciens, on pourra tout à l'heure mettre peut-être 2 minutes de sa voix de cette dernière édito du 19 février. On me fait signe que oui, voilà. C'est une émission un peu improvisée, mais il y a tellement à dire autour de mon père qu'une heure ne sera pas de trop. Je propose à ma mère, Suzy, de lancer cette émission Maman et de nous parler des débuts de Radio J, puisque tu étais bien entendu là avec Serge, avec ton mari, notre père, pour ce grand moment de Radio J. Donc Serge et le renouveau juif attendaient que Mitterrand libère les ondes. Ils étaient prêts, ils avaient acheté le matériel, ils avaient loué un studio tout en haut de Belleville. Et donc dès que Mitterrand a été élu, on a fait la première radio. La première émission, c'était un soir du 17 juin 1981. 81. Donc ils avaient loué un studio qui devait faire 25 mètres carrés. Il y avait une salle de bain et il y avait un placard. Donc dans le placard, il y avait le téléphone. Le standard était dans le placard. Et les réunions de comment on dirait maintenant, les réunions de rédaction se tenaient dans les toilettes, dans la salle de bain. On avait mis une planche sur la baignoire, comme ça on pouvait s'asseoir dessus. Et puis sur les toilettes, évidemment, c'était la salle de rédaction. On n'avait pas encore de table. Alors les micros, la table de mixage était placée sur les cartons de déballage. Ça se cassait parfois un peu la gueule, alors on terminait l'émission à plat ventre parce qu'il fallait suivre la chute du micro. Mais c'était très drôle et c'était terriblement enthousiasmant. On émettait le soir, je ne sais plus pourquoi on émettait que le soir. Je crois qu'au début, on n'avait pas toute la journée, on avait des heures très limitées d'émission. Voilà, ou alors c'était le contraire, on avait toute la journée, je ne sais plus. Après, on émettait que le soir. Non, mais ça c'est bien plus tard. Et donc, tous les soirs, il y avait... Peut-être parce que vous étiez tous... c'était pas votre profession, tout le monde travaillait. On était tous... alors, je ne sais plus qui a dit hier, il y avait des plombiers, des peintres, des avocats, des médecins, des fourreurs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est... mais oui, mais c'était Stiller qui faisait l'émission Yiddish. Parce que sinon, la blague juive est bonne. Non, mais c'était vrai, il y avait absolument de tout. Il y avait... un livreur de boissons gazeuses qui s'appelait Cohen, et au début il nous apportait à boire et puis après un jour on lui a donné le micro. Après il avait des émissions qui étaient d'ailleurs très suivies.
une des toutes premières émissions, moi j'avais été voir à Meudon, j'avais été voir la pièce Anne Frank. Et donc la première fois que j'ai pris le micro, j'ai raconté et j'ai dit je me trouve à Meudon. J'ai dit je me trouve à Meudon où je vois revivre Anne Frank. Et c'est pour ça que après tous les auditeurs croyaient qu'on émettait de Meudon. Pendant des années, ils étaient sûrs que on le faisait croire aussi que c'était pour des raisons, raisons tant qu'on était plus ou moins clandestin, on faisait croire, les auditeurs étaient sûrs. On disait qu'on émettait de la forêt de Meudon. On émettait de la forêt de Meudon. C'est comme ça qu'est venue cette légende. Bon, après, on est devenu officiel, mais tant qu'on était plus ou moins encore clandestin. Et bien sûr, pour des raisons de sécurité, on me le souffle. J'ai un prompteur, raisons, c'est assez rare. Mais... Et Nicole Zilbert, une des premières à faire les émissions, disait comment on reconnaît un juif de la région parisienne. Et ben il a des cernes jusqu'au milieu des joues parce qu'il écoute Radio J jusqu'à minuit. Voilà, ça c'était les tout débuts. C'était des soirées extraordinaires. Et alors peut-être, Suzy, tu peux nous dire un peu quels étaient les noms de tous ces pionniers de la radio. Il y avait les frères Sokol, il y avait leurs femmes. Il y avait Guy Rozanovic, il y avait un garçon qui est toujours journaliste, mais qui a pris son envol après, qui s'appelait Zlotowski. C'était d'ailleurs le seul professionnel parmi vous. C'était le seul professionnel. Je me rappelle la première tâche qu'il m'ait donnée, c'était d'appuyer sur un bouton. Une fois qu'il avait fini de parler, c'est la première chose que j'ai réussi à faire. Après, j'ai fait des émissions pour alors les justement, enfants. on va y venir à ça. Et alors, qui y avait le rouquin, il y avait, écoutez, je m'excuse, mais bon, l'émotion est un peu... Il y avait Francis Lenchner. Il y avait Nicole Zilbert, peut-être. Jacqueline Friedman, bien sûr, Jacqueline, qui a été la première présidente de Radio J. Qui était la première présidente, et c'était la première fois qu'il s'est retrouvé à plat ventre pendant qu'elle parlait du ghetto de Venise, parce que son carton s'était écroulé. Mais elle n'a pas lâché le micro, hein, je peux vous dire. Elle a parlé du ghetto de Venise. On lui fait un petit coucou si elle nous entend. On lui fait un petit coucou, Jacqueline. Jacqueline qui était tout le temps là et qui a été tout le temps là jusqu'à la fin de Serge. Avec beaucoup de... Alors, on va reprendre dans quelques instants la magnifique épopée de Radio J. Alors là, on a peut-être un grand moment d'émotion. Est-ce que, Suzy, maman, tu peux reprendre? Alors, on en était au lancement avec toute cette équipe de non-professionnels qui se sont retrouvés un peu par la grâce de Serge. C'est Serge qui les a réunis. Voilà, autour des micros et a lancé cette aventure qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas terminée. Alors, si on devait parler un peu des premières émissions, comment était la grille des programmes? De quoi tu te souviens? Alors, pendant des mois et des mois, c'était tous les soirs, il y avait un chef de la soirée. Et c'était lui qui organisait son programme. Il avait son journaliste, il avait quelqu'un qui mettait la musique, il y avait quelqu'un qui faisait un reportage. C'était le rédacteur en chef de la... Tous les soirs, il y en avait un. Et qui avait son équipe et qui fabriquait toute la soirée entre eux. Ils décidaient ce qu'ils allaient faire et chacun... voilà, c'était une équipe chaque soir. Comme c'était tous des bénévoles, tous des gens qui travaillaient dans la journée. Donc tous les soirs, il y avait un chef de, comment t'as dit, un rédacteur en chef. Un rédacteur en chef qui faisait la soirée. Voilà, avec son équipe autour de lui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, une soirée? Est-ce que tu te souviens d'une soirée? Une soirée, on avait je sais pas, un truc drôle. Un soir, l'équipe de la soirée a annoncé qu'il y avait Blond qui était mort. Blond, c'était un chanteur. Rappeler parce que c'est oui, c'était un chanteur très très connu. Je sais pas, marocain, tunisien, algérien. Pour moi, c'est un peu pareil. Oh. Non, bah oui, bon. Alors donc Blond. Voilà. Alors c'était un chanteur très très connu et un soir, on n'avait pas encore l'éthique de vérifier les informations. On nous donnait des informations. Bon, alors on les et après justement les équipes ont été
beaucoup plus prudente. On a annoncé avec moult détails et beaucoup de pleurs que Blanc-Blanc était mort. Aujourd'hui, ça doit être vrai. Oui, mais non, c'est vrai. Et alors, on avait donc, je vous ai dit, il y avait le téléphone qui était dans le placard, il y a quelqu'un qui sonne et il dit, je veux passer à l'antenne. Alors, on dit oui, il dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Il veut dire, je suis bien vivant, je suis Blanc-Blanc. Alors, on l'a passé à l'antenne. Bon, enfin, ça, c'est des anecdotes comme ça. Alors, quel type d'émission il y avait? Parce que, est-ce que déjà, il avait été pensé à une grille, en fait, de programme? Ah, mais oui, mais tous les soirs, il y avait donc un journal, il y avait on faisait des comment? Est-ce que tu te politiques. souviens comment on faisait les journaux? Il n'y avait pas d'Internet. Alors, il y avait l'AFP, on avait un fil. Il y avait l'AFP. Moi, je me souviens des feuilles qui s'empilaient. Oui, il y avait l'AFP. Tout le monde lisait les journaux, écoutait les radios, écoutait Israël. On essayait d'être au plus près. Bon, maintenant, évidemment, ça va beaucoup plus vite, mais je sais que... Et puis, bon, on avait des informateurs, enfin, des gens qui, aussi bien d'Israël que de Paris, que de toute la France, on disait, voilà, c'est très intéressant, il y a un attentat là, il y a un attentat là. Donc, les communautés françaises nous donnaient des informations. Et voilà, évidemment, c'était pas aussi rapide que maintenant, hein, parce que maintenant, on n'a même pas le temps d'ouvrir le micro, que tout le monde est déjà au courant. Mais à l'époque, c'est pour ça que ça a été une telle révolution. C'est parce que les Juifs de la région parisienne et après de toute la France étaient au courant d'un tas de choses qui passaient pas dans les médias normaux, enfin dans les médias nationaux. Et c'est pour ça que ça a été une telle révolution. Alors, on va peut-être faire une petite pause dans l'histoire et je vais me tourner vers mes sœurs, vers celle qui voudra... Est-ce que l'une d'entre vous veut raconter un souvenir de nous, les filles de Serge et Suzy, pionniers de la radio, les débuts de la radio? Je vois que Déborah, elle opine du chef. Comme Judith peut commencer. Alors, Déborah. Ouais. Ah, Noémie, il l'année- paraît que tu as quelque chose à raconter. Allez, lance-toi. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs puisque j'ai fait mon alia en juillet 1981 à l'ouverture de la radio. Donc, j'entendais seulement d'Israël les histoires et tout ce qui se passait en France. Et j'étais très fière de mon père, de loin. Déborah. Moi, en fait, j'étais vraiment une petite fille quand toute cette belle aventure a commencé. Bon, je vais donc devoir vous dire mon âge, mais en fait, j'avais 6 ans quand tout a commencé. Et donc, j'ai des souvenirs. Je me souviens très, très bien de ce petit studio avec le placard. Et c'était vraiment, quand on disait un placard, c'était vraiment un placard. On avait juste une personne qui tenait debout avec un téléphone posé à côté. Il m'est arrivé de répondre au téléphone aussi, et de faire patienter les gens. Ou voilà. Peut-être ça, c'était peut-être un petit peu plus tard, mais... Ensuite, quand ma mère faisait son émission le dimanche matin, Dimanche à Noir, Voilà, on va en parler plus longuement. Oui. Ma mère et Judith vont en parler plus longuement. J'ai souvent interviewé des gens, participé à des émissions. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient invités, beaucoup de jeunes. C'était tourné tout autour de l'enfance. Donc, j'ai eu souvent l'occasion de participer aux émissions. De toute façon, tous les dimanches matins, c'était la radio. Il n'y avait pas autre chose. Nos matinées étaient consacrées à la radio. On était tout le temps là. Et puis après, un peu plus tard, j'avais une petite rubrique en fait qui passait tous les soirs. C'était avec Touki le perroquet. C'était une petite rubrique. Moi, j'étais la petite Sarah, pas très loin, Déborah, Sarah. J'étais la petite Sarah. Et on enregistrait ça une fois par semaine. On enregistrait pour toute la semaine. Et donc, c'était moi et Touki, et je lui posais des questions sur la Torah, sur la vie, et Touki, le perroquet, me répondait. Et voilà, c'était une petite... c'était un peu comme les petites émissions des enfants qu'ils voient avant d'aller dormir à la télé. Un peu comme papa, après, a fait avec Raïm Nissenbo. Voilà. Donc, moi, c'était Sarah et Touki, le perroquet. Je me rappelle plus du nom de... Yehuda. Qui était Yehuda? Touki le perroquet. Voilà. Ouais. Et ça a été pendant un bon moment. On enregistrait une fois par semaine, comme ça, plusieurs émissions. Et je me rappelle même que c'était maman qui écrivait les textes de Touki le perroquet. Et je me rappelle qu'une fois, elle m'a dit, si tu veux, c'est toi qui écris cette fois-ci l'émission. J'avais écrit, j'avais une petite dizaine d'années. Voilà, mais c'était un bon souvenir. Même...
même les périodes où je n'étais pas active, parce que j'ai pas été tout le temps active, mais c'était la radio, c'était le centre de notre vie à la maison, quoi. Tout était tout autour de ça, donc tous les dimanches matins, et puis surtout papa, notre père, quoi, qui passait son temps. Je fais un soir à la radio, je reviens de la radio, je dois aller à la radio. Le dimanche après-midi, le dimanche matin. Il s'est très vite piqué. Hein, oui, il était, on peut dire comme un peu familièrement, qui était picousé par la radio. Voilà. Judith, alors un petit souvenir. Beaucoup de souvenirs, vraiment beaucoup de souvenirs. D'abord, je vais continuer ce que Déborah a repris, ce que Déborah a dit. C'était sans arrêt des réunions à la maison aussi, tous les soirs, tous les copains qui arrivaient. C'était une joyeuse bande. Et papa et maman extrêmement ouverts d'esprit, et Déborah et moi, et on était tout le temps là. Et elle aussi. Je veux dire, ils nous faisaient participer, on baignait dedans, ils nous faisaient participer aux réunions. On était tout le temps là, donc je voudrais vraiment que les auditeurs sachent que la radio a été la vie de papa. C'était un accomplissement et de toute la famille, mais c'était vraiment le rêve de papa. Alors tu vas nous raconter tout de suite ton premier souvenir dans quelques instants. Non, fausse alerte. Mais avec Judith, il faut s'y prendre un peu à l'avance pour pouvoir l'arrêter. Papa le savait. Alors justement, puisque tu dis ça, il y a une année, la première année où ils avaient décidé d'enregistrer, ça va vous faire rire, maman, tu vas t'en souvenir, la Haggadah de Pessah, pour que les gens qui n'avaient pas personne pour la lire puissent l'écouter. Et donc, il fallait un bruit de fond, genre du peuple qui parle beaucoup, et c'était moi qui faisais ce bruit de fond. Et donc, papa m'avait enregistré genre 3 heures d'affilée. Il fallait que je rappelle aux auditeurs que nous sommes dans une émission spéciale aujourd'hui, parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on discute. Pour ceux qui prennent en route, Radio J, spécial aujourd'hui autour de la mémoire, un hommage à notre père, fondateur de Radio J, Serge Ajdenberg, décédé il y a quelques jours, vendredi dernier. Et c'est ton tour, Judith, troisième fille de Serge, de nous parler de souvenirs de la création de la radio. Ce fameux placard qui nous a tous marqués. Donc, je répondais au téléphone. J'étais un peu plus âgée que Déborah, et donc je répondais au téléphone. Déjà. Mais maintenant, on a le même âge. Et alors, c'est une histoire qui m'a toujours fait rire. Et donc, j'ai répondu une fois au téléphone, et une dame assez âgée, qui maintenant va devoir supporter papa là-haut, m'a dit, vous savez, mademoiselle, il faut que je vous dise quelque chose. Les émissions de Serge, il faisait des émissions politiques une fois par semaine. J'adore ces émissions, c'est intéressant. Mais je ne peux pas supporter sa voix. Est-ce que vous pourriez lui dire juste que quelqu'un d'autre la fasse? Donc voilà, alors je dis à cette dame qui a dû devancer papa de plusieurs années qu'elle va être obligée de l'entendre beaucoup maintenant. Mais c'était des souvenirs, vraiment, les émissions de maman, elle va vous raconter. Mais voilà, c'était très beau. C'est mon tour du petit souvenir, parce que dans 2 minutes, nous aurons le journal. Alors moi, je voudrais quand même dire un souvenir de radio qui est que, j'allais dire notre père avait quand même tendance à nous... pas toujours facile dans les horaires. Et on devait toujours rentrer tôt à la maison, et notamment avant minuit, parce que le gong de minuit, visiblement, produisait chez notre père un effet. Et grâce à la radio, eh bien, j'ai pu dépasser un petit peu ça, parce que je pouvais sortir et mettre la radio où j'étais. Et quand j'entendais mon père, papa, dire bonne nuit à tout le monde, il est temps de rendre l'antenne, j'avais tout juste le temps d'arriver à la maison. Et j'ai gagné comme ça une bonne demi-heure. Merci, papa. Encore 2 minutes. Bon, alors encore un petit souvenir. Moi, je raconterai juste le souvenir de la venue de Serge Gainsbourg dans les studios de Radio J. Je crois que maman s'en souvient. Et donc, moi, j'étais très légèrement plus âgée que mes sœurs, comme toujours aujourd'hui. Mais maintenant, tu as aussi le même âge que Déborah. Non, je suis pas d'accord. Je suis toujours la plus âgée. Vous y arriverez pas. Et Serge Gainsbourg est arrivé un peu aviné. Et il est entré dans le studio, on était tous complètement tétanisés par sa venue. J'y viens. On était tous tétanisés par sa venue, on était sous le charme aussi de cet homme, et on n'en revenait pas qu'il ait accepté de venir. Et à peine est-il entré dans le studio, boum, panne d'électricité. On se retrouve tous dans le noir, plus de possibilité d'émettre. Et papa me dit, Yael, vite, tu vas vers l'ascenseur. L'ascenseur était tout près de la sortie du studio, et tu l'empêches de partir, parce que il va se barrer, il va se gainsbarrer. Il va jamais vouloir attendre. Et moi, je voyais pas comment je pourrais adresser la parole à cet homme. Donc, j'ai couru vers l'ascenseur, et je l'ai vu arriver vers l'ascenseur. Miracle, la lumière fut, et l'émission a pu reprendre. Et Gainsbourg ne s'est pas barré. Un Radio J spécial Serge Ajdenberg.
j'allais dire notre père à tous, à toutes, un peu notre père à tous et à toutes, en tout cas notre père pour ce qui est de ses souvenirs et de la radio qui a résonné dans vos foyers pendant toutes ces années. Excusez-moi, j'ai une grosse émotion précisément à ce moment-là. Dans sa voix, à nul autre pareil. On racontait tout à l'heure l'anecdote de quelqu'un qui disait qu'il n'aimait pas la voix de papa. Ce n'était pas le cas de nombreuses personnes. Sa voix tout à fait identifiable. Ça m'est arrivé en taxi d'entendre la voix de papa et de voir réagir des taxis à cette voix. Et même dans beaucoup d'autres occasions. On était sur Gainsbourg. J'évoquais cette merveilleuse soirée où on a failli perdre Gainsbourg. Et Suzy, maman, tu voulais raconter quelque chose. Voilà, ce qui s'est passé ce soir-là. Donc au début, il était interviewé, c'était Gainsbourg, provocateur, désagréable. Enfin, il a commencé à faire des blagues que je vous raconterai pas sur sur les filles juives, etc. Donc je vous dis pas, il était vraiment pas agréable. Il avait sa flasque de whisky et un enfilait entre chaque parole, sa cigarette d'un côté, sa flasque de whisky de l'autre. Et tout d'un coup, il y a une auditrice qui a demandé à parler. Bon, alors on l'a parlé. Elle a dit, je veux m'adresser à Monsieur Gainsbourg. Et on l'a passé à l'antenne et elle a dit... Serge Gainsbourg, est-ce que tu es Lucien Gainsbourg qui était animateur après la guerre dans une maison pour les enfants orphelins juifs et est-ce que c'est toi l'animateur? Il est devenu livide, il a posé sa cigarette et sa flasque. Il a dit, mais oui, c'est moi, j'étais animateur après la guerre dans une maison d'orphelins. Et là, il a changé, c'était un autre homme. Il a commencé à parler avec son cœur du judaïsme, d'Israël, de la Shoah, de l'après-guerre, de son enfance, d'enfant caché, etc. C'était... Mais à pleurer d'ailleurs, on pleurait tous. C'était plus du tout le même et on a découvert ce soir-là celui qui était derrière le gaz-bar. Alors avec ce type de moments à la radio sont nés de très nombreux moments de cette nature. Radio J a justement été une espèce de fédérateur et a permis aussi, et c'était le sens que papa voulait donner à cette radio, permettre à tous les juifs qui n'étaient pas reliés à la communauté par une communauté justement, par une synagogue, par des lieux de culte, par des magasins, par des restaurants, de pouvoir trouver un son. Alors par exemple, on a fait une soirée de Hanouka. On a allumé les bougies de Hanouka dans le studio et chaque bougie était allumée par une personnalité artistique ou des gens comme ça simplement. Mais ce qui était important, c'est qu'on était reliés avec la Russie, avec des juifs, avec des refusniks. Et donc on allumait avec eux. Enfin, vous imaginez ce que ça représentait, cet allumage de. Voilà. Encore une chose extraordinaire. Il y avait une émission, on va dire d'entraide. Si des gens connaissaient des gens qui étaient dans le malheur, qui avaient des gros soucis, etc. Ils appelaient et on essayait, parfois on arrivait souvent, de trouver la solution à leurs problèmes. Et un jour, il y a une dame qui a appelé, elle a dit, voilà, mon fils a une leucémie, il est très 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 malade, il est à l'hôpital, on ne sait pas du tout l'issue qui va être donnée. Et il a un seul souhait, c'est de faire sa bar mitzvah et de rencontrer Enrico Macias. Je me souviens très bien de ça. Donc, alors ça, c'était fin décembre. Alors, on lui a dit, écoutez, on fera ça en janvier-février parce que là, maintenant, les gens partent, c'est les vacances de Noël, on va dire. Donc, tout le monde s'en va. On fera ça à la rentrée. Alors, elle a dit, mais... Alors non, on a appelé le docteur qui le soignait, puis on a dit, voilà, on va faire tout ce que le gamin, il a demandé. Mais en janvier, parce que là, c'est trop tard. Il a dit, mais je crois que vous n'avez pas compris, c'est question de jours. Si vous voulez faire plaisir à cet enfant, à ce jeune garçon, c'est maintenant, tout de suite. Alors, on a appelé Enrico Macias. Il a dit, moi, je ferai tout ce que vous voudrez, mais je ne veux pas de journaliste, je ne veux pas qu'on l'annonce, je ne veux rien du tout. En 3 jours, Radio J a organisé une bar mitzvah extraordinaire, avec un buffet, à Notre-Dame de Nazareth. On a acheté des costumes, des vêtements, des beaux vêtements pour toute la famille. Bon, c'était une famille assez déshéritée.
tous étaient habillés de neuf, très beau, un buffet magnifique. Et Enrico Macias est venu et il a fait tout l'office. Il faut dire que le garçon, il était assis dans une chaise roulante. Il était dissimulé sous des couvertures parce qu'il était frigorifié. Enfin, vous pouvez imaginer, ça a été un des grands moments de Radio J. Alors, on l'a dit tout à l'heure, que vous l'avez dit, les filles, que papa nous a beaucoup associés à cette grande aventure. Maman, tu l'as dit, avec l'émission Dimanche à Noir pour les jeunes, à laquelle participait Déborah, puis Judith. Moi, j'ai eu très tôt... Alors, Noémie... Elle était en Israël, la pionnière. Moi, j'ai eu la chance d'animer très tôt, à l'âge de 16 ans, une émission qui s'appelait Gigi Tonique, Jeune Juif Tonique, où avec des amis, on refaisait le monde. En tout cas, on essayait de le refaire, le monde juif. Et on essayait aussi de créer des passerelles comme ça, des liens avec des jeunes. On faisait venir des jeunes qui avaient des talents, des idées. Donc, papa était très, très novateur. Je crois qu'il faut le dire, audacieux aussi. Avait 1000 idées à la minute. Et tout ça a fait Radio J. Il était très ouvert d'esprit. C'est le premier. Alors, il a fait une ligne ouverte. Les auditeurs se... Ouais. Et des homosexuels ont pris l'antenne. Bon, il a eu beaucoup de reproches, mais il leur ouvrait l'antenne régulièrement. Et bon, ça avait fait un grand scandale à l'époque, mais c'est tout ça pour dire comment il était... Très ouvert d'esprit. Judith, tu voulais dire quelque chose après sur Gigi Tonique, l'émission que tu as reprise après moi. Oui, j'ai repris après Yael. Ça se transmet en famille. Voilà, j'allais dire, les auditeurs vont se dire que c'était une affaire, mais c'était un peu une affaire de famille. Par contre, papa insistait c'est matriarcal, c'est par la ligne fille et mère. Fille et mère. Mais par contre, papa insistait que, oui, on s'occupait, on était responsable de l'émission, mais ce n'était pas nos émissions. Il fallait qu'il y ait d'autres personnes. C'est important de dire, et à cette époque-là, il y a eu Olivier Granilic avec moi pendant. Oui, on était tous les deux à Dimanche à Noir et après. On peut lui faire un petit coucou. Voilà, donc Olivier Granilic qui est maintenant sur Calita. Et il y a eu Marc-Olivier Fogiel qui a fait ses premières émissions avec moi aussi sur Gigi Tonique. Et puis il y avait des copines d'école, Eva Boumendil, Sabina Moyal, et on faisait, on avait repris le flambeau de Yael. C'était des moments extraordinaires. Et voilà, moi j'étais à l'époque avec un copain qui s'appelait Pierre Limbroso, qui est devenu avocat comme moi. Enfin, c'est moi qui suis devenue avocate comme lui parce qu'il m'a précédée. Et voilà, c'était des bons moments. Oui, des bons moments. Alors, on fait un petit saut dans le temps. Radio J Oui, on en a parlé. Tu veux reparler Dimanche à Noir? Parce que on a parlé de Touki. On peut dire encore quelques mots de Dimanche à Noir, mais je voulais faire un saut dans le temps parce que Radio J, c'est 40 ans. Maman, Dimanche à Noir. Alors, à la rentrée, donc on a commencé la radio en juin. Et en septembre... on raconte une émission, pas tous les dimanches. Il a été décidé de faire une émission pour les enfants. Et donc, ils ont décidé, comme moi, j'avais 4 enfants, que c'était moi qui était là. Sauf que tout le monde pensait que tu avais 15 ans. Voilà. Alors, donc, j'ai fait une émission qui a duré de nombreuses années. Je dois dire, sans fausse modestie, que c'était une très bonne émission. Parce qu'elle était très innovante. Rien n'avait jamais été créé de similaire. Et j'avais toute une équipe, dont Liliane Miller... Fabrice Laurent. Enfin, on était 15 personnes qui travaillions toute la semaine pour... Mais voir, non aussi, qui est venu, qui faisait des... Si. Mais Raïm venait faire la paracha. Non. Alors, donc... 2-3 mots, on travaillait toute la semaine et on racontait des histoires, on montait des pièces radiophoniques. On a monté une chorale avec Mireille Lelouch, une chorale qui s'est produite dans des maisons de retraite, etc. Et des bar mitzvahs. Heureusement, papa tu ne nous faisais pas chanter. Non, ça non. On n'était pas mis à non, ça non. C'était la chorale. Oui, alors Déborah faisait partie de cette chorale. Voilà. Bon, alors donc c'est une émission qui a duré de nombreuses années. Alors écoutez, l'heure tourne en radio, ça va très vite.
Et on va faire un saut dans le temps pour parler de Serge Agenberg, notre père. On va écouter un extrait de sa dernière chronique, de son dernier édito, avec l'incisivité qu'on lui connaissait, sur Dieudonné. Et je voudrais dire avec beaucoup de fierté que j'ai porté de nombreux combats de la LICRA contre Dieudonné, et je pensais toujours à papa. Bonjour à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Dieudonné, de mauvaise réputation, enfin chez les Républicains, vient à nouveau d'être condamné à 9 000 € d'amende après avoir chanté son œuvre magistrale « C'est mon Shoah ». Son Shoah est vite choisi. Une telle condamnation lui rapporte beaucoup plus que tout ce que lui coûte son amende et ses frais de dépense. Tout simplement en continuant de vendre à ses ardents. Voilà, c'était la voix de Serge, notre père. Il y a beaucoup d'émotions dans le studio autour de mes sœurs. Moi, j'essaye de garder mon sang-froid. Et je pense à papa, bien sûr. On a beaucoup parlé, avec papa de Dieudonné et de ces attaques absolument répugnantes sur la Shoah. On sait tous quel attachement papa portait à la mémoire de la Shoah. Et les propos de Dieudonné sur la Shoah étaient absolument insupportables à papa. Et c'est pas peut-être par hasard que sa dernière chronique, son dernier édito pour être plus exact, du 19 février ait été consacré à cet odieux personnage que je m'engage ici, papa, devant toi, à combattre tant que j'en aurai la force. Alors, on fait un saut dans le temps et je me tourne vers Noémie qui peut nous raconter, puisque Radio J, c'était bien sûr la voix de la communauté juive française, mais c'était aussi bien sûr la voix d'Israël portée en France. On connaît tous l'attachement qu'avait Serge, notre père, ton époux, père, à Israël. Il n'y avait pas de... Radio J ne se concevait plus comme un simple média français, mais bien sûr comme un média juif tourné vers Israël. La place d'Israël dans Radio J n'a fait que prendre plus d'importance au fil des années. Ce n'était pas le cas au tout début. Et Noémie peut nous raconter quelques anecdotes sur Serge et Radio J et Israël. Approche-toi un petit peu. Évidemment, papa, à chaque événement, grand événement en Israël, il arrivait. Et mon premier souvenir, c'est en 1991, janvier 1991, la guerre du Golfe. Mon fils aîné avait 2 ans et papa est venu avec d'autres journalistes de la radio. Excusez-moi, mais je me rappelle plus qui. Ah, Michel Zerbi, oui. Ils sont venus en Israël. La guerre a commencé le 16 janvier 1991 et il est arrivé en Israël. Et à chaque fois qu'il y avait un événement quelque part, à Ramat Gan, à Tel Aviv, alors il courait. Après, il revenait à la maison, chez moi, me voir. Et puis, dès qu'on entendait à la télévision Nachash Tsefa, je crois, il repartait. L'alerte, il repartait, il courait. Mais en 1991, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de tous ces médias. Donc, en fait, toute la journée, on ne savait pas où il était. Et on regardait la télévision, on se demandait est-ce qu'on n'allait pas le voir à la télévision quelque part avec ces journalistes. Et puis évidemment, après, il est arrivé en Israël pour les guerres du Liban, pour Tzuk Eitan, pour les élections, pour Yom HaAtzmaut aussi, il venait toutes les années. Il aimait beaucoup Yom HaAtzmaut. Il aimait beaucoup Yom HaAtzmaut et il aimait aller au bord de la mer voir le défilé des avions. Il venait... À Purim, il aimait bien voir les enfants. Il aimait bien voir le défilé de Purim aussi. Oui, mais Yom HaAtzmaut, c'était vraiment son truc. Oui, Yom HaAtzmaut, c'était pour lui la victoire. Oui. Ouais. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes à évoquer le souvenir de papa, de Serge Agenberg. C'est pas eu beaucoup l'occasion de dire papa devant ces micros, alors que ça fait de nombreuses années que je prends ce micro. On va parler peut-être du père, justement. Là, pour le coup, ça devient plus compliqué pour moi. Et du mari, bien sûr, du père et de l'époux.
on a tellement d'anecdotes et tellement de choses à raconter. On a raconté celui qu'il a été dans son action militante. On peut dire aussi que, tu l'as dit Noémie hier dans l'hommage qu'on lui a rendu, et on l'a dit tout à notre manière, on nous l'a pris comme papa pendant de nombreuses années. On l'a pas beaucoup vu pendant de nombreuses années. On l'a beaucoup partagé. On l'a beaucoup partagé. Il a beaucoup consacré de son temps à la cause juive en général, à Israël, à la communauté, et pas seulement à la lutte contre le racisme, à la lutte contre l'antisémitisme, à la lutte contre à peu près tout. Papa avait une opinion un peu sur tout. On l'a un peu perdu pendant certaines périodes en tant que père, mais il a toujours été un père très présent à d'autres égards, et peut-être que chacune d'entre vous, et un mari bien sûr. Maman, est-ce que tu veux raconter quelque chose ? Tous les étés, nous partions en famille à Natania. Et pour lui, c'était ça, ses vacances. C'est-à-dire qu'il partait le matin à 9h très tôt le matin. Il quittait là où on habitait, il partait le matin. Personne ne savait où il était. Il rencontrait des hommes politiques, il rencontrait des journalistes, il rencontrait je ne sais même pas qui. Tout ça pour la radio, pour prendre des contacts, des nouveaux correspondants, Il partait le matin, et le dernier soir du mois avant de rentrer, il alignait ses filles sur la plage. Ah oui. Et il nous prenait en photo. La 2 avec la 3, la 3 voilà. avec la 4. Il prenait ses filles en photo pour dire qu'il avait fait des photos de vacances. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on a un album, je les vois grandir d'année en année au même endroit sur la plage de Déborah Natania. porte la robe que Judith portait l'année d'avant. Voilà. Que Gaël portait l'année d'avant. Voilà, donc je les vois grandir. Ils prenaient, je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire. Mais c'était le seul moment qu'il passait avec nous. Et il arrivait le soir. Alors, il arrivait le soir épuisé, transpirant, fatigué. Mais on reprenait la voiture et on partait à Tel Aviv, faire la fête à Tel Aviv. Et on rentrait à minuit, 1h du matin. Et le matin, à 8h, il repartait faire sa tournée. Alors, c'est peut-être l'occasion de parler de notre père qui était un très bon vivant, qui aimait beaucoup... manger, pas boire d'ailleurs. Non, pas boire. Il buvait Non, absolument. si, il buvait du Coca-Cola. Oui, du Coca-Cola Light. Non, oui, pas tellement. Est-ce que l'une de vous, Noémie, peut-être que tu veux parler des petits plats que tu lui faisais aussi Non, parce qu'après, tout le monde va vouloir venir. Non, mais il aimait bien les restaurants à Tel Aviv. Alors, à chaque fois qu'il venait, on sortait tous les soirs à Tel Aviv. Et puis, il me montrait les restaurants où je devais aller quand il rentrait à Paris. Il voulait écrire un guide des restaurants à Tel Aviv. C'est la seule chose qu'il n'a pas eu le temps de faire. Voilà. Et Judith, Déborah, peut-être quelque chose. Il y a aussi papa le grand-père. Alors, on va peut-être parler de papa le bon vivant. Ouais, mais juste un petit souvenir, parce que quand maman parlait de nos étés à Natania, elle disait qu'il partait tous les matins à 8h. Alors, c'est un tout petit peu... J'ai un souvenir quand même qui est... un peu différent. Vraiment un peu différent, parce que évidemment, tout est vrai. Mais il y avait aussi les étés où il décidait de faire un ulpan pour apprendre l'hébreu. Je te rappelle. Donc, il allait avec maman tous les matins, 2 ou 3 heures. Ouais, nous, on était en Kita Bet ou Gimel, il lui était en Kita Aleph. Tout au long des années, il était en Kita Aleph. Annie Serge, voilà. Annie Souzy. Voilà. Et à la fin de sa vie, ça veut dire Toda. Voilà. Ça a jamais décollé beaucoup plus que ça. Mais il essayait parce qu'il disait qu'un jour il ferait son alia et qu'il faudrait qu'il parle hébreu. Voilà. Donc je me rappelle il se préparait, on avait notre trousse et le petit cahier marron comme ça, et qu'il allait le matin à côté de Natania. Mais nous on râlait pas mal quand même. Voilà. Et puis il y a aussi un souvenir quand même lié à ses vacances à Natania, même s'il n'était pas là, il se chargeait, il chargeait notre mère, je pense, de bien faire attention, de nous empêcher de rentrer dans la piscine au moins 3 heures après avoir mangé, parce que c'était trop dangereux. Il faisait on pouvait se faire électrocuter. On pouvait se faire électrocuter. Il fallait qu'on attende 3 heures. Donc en fait, après les 3 heures, on avait le temps de se baigner un quart d'heure, puis on allait manger le repas de midi, rebelote, 3 heures. Voilà. Ça, c'était une des choses qui était très, très importante pour lui. C'était ces 3 heures. On en rigole encore aujourd'hui. Donc si on veut parler de papa. Mais à côté de ça, on a fait des grands tours en Israël. En Israël, et dans
le monde beaucoup entier, d'autres on a pays, beaucoup on a voyagé. beaucoup voyagé. On peut dire que papa aimait voyager Oui. aussi. Et chaque endroit où il arrivait, c'est comme s'il avait toujours Il habité était là. On n'avait pas besoin de carte, pas besoin de Waze. Et tout de suite, il prenait ses marques et il se repérait tout de suite. Et il savait tout de suite trouver le restaurant, tous les endroits sympas. Les restaurants surtout. Et surtout les restaurants et les glaces. Les bons glaciers. Les bons On glaciers. pourrait parler de papa et les glaces, Noémie. Papa, les glaces, le chocolat, Le les kéfir. gâteaux au fromage. Et puis, il y a aussi papa, le grand-père, Alors, on y vient l'arrière-grand-père. parce qu'il nous reste 7 minutes et on a 16 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants. Je suis pas bonne en calcul, mais ça doit faire juste le temps de parler de presque chacun d'eux. Alors, en tout cas, maman, est-ce que tu veux dire quelque chose sur papa, le grand-père? Toi, la grand-mère? Ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, avec la radio, c'était sa seule passion. Voilà. Il m'en parlait tout le temps. Tous les jours, pendant toute cette année de Corona où on était à la maison, évidemment, tous les jours, il m'égrenait tous les enfants, et celui-là, tous ses petits-enfants, ses arrière-petites-filles. On passait en revue sans arrêt toute la journée, et un tel, et lui, il a eu tel diplôme, et elle est à l'armée, et qu'est-ce qu'elle fait, et elle fait des cours de ci, et lui, il fait comme... Alors, enfin, je peux pas vous dire, toute la journée, il égrenait les 16 et les 2, c'était... voilà, les derniers temps où il était même très fatigué, les 2 seules choses qui le tenaient, c'était parler de ses filles. Il les appelait tous les jours. Ah oui, tous les jours. Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, de ses filles, de ses petits-enfants et des 2 petites filles. Et son édito du vendredi matin. C'était la seule chose qui le tenait toute la semaine jusqu'à la fin. Voilà. Alors, ces éditos, vous pourrez bien entendu toujours les entendre en podcast sur le site de Radio J. Le père et le grand-père, vous pourrez en entendre parler aussi tout au long. On continuera d'en parler. On a encore quelques instants pour en parler. Nous, on sait qu'on en parlera encore beaucoup. On va vous partager encore quelques anecdotes avec vous. Judith, est-ce que tu veux dire quelque chose sur je le pense grand-père que papa était infatigable et donc avec ses petits-enfants aussi. Et il les connaissait, voilà, comme maman a dit, mais quand il nous appelait tous les jours et 2 fois par jour et parfois 3 et parfois 4. Et tous les jours, il nous demandait alors, Enoy, elle en est où avec ses cours de pâtisserie? Et Mika à l'armée, et Yoav là, et Yanaïla. Il faisait pareil avec tous les enfants de mes sœurs. Donc, je pense qu'il a été un père exigeant, intransigeant. Très exigeant. Extrêmement exigeant et intransigeant. Et un mari exigeant. Mais je crois qu'on a eu la chance... Il fallait comme tu le places. Ah ben oui, Voilà. oui. Je pense qu'on a eu la chance avec papa de faire des choses que les autres enfants n'ont pas eu la chance de faire. Ah oui. Et je pense que ça, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il avait des contradictions comme on en a tous. Comme nous faire Plus, visiter une réserve indienne avec 45 degrés voilà, au fin fond des États-Unis. Par exemple, mais ne pas rentrer dans la piscine pendant 3 heures. Voilà. Et rentrer avant 23 heures. Et rentrer avant 23 heures. Mais je pense que venez avec cette intransigeance et cette exigence, une très très grande ouverture d'esprit. Et je pense que c'est ça que personnellement, je vais le garder le papa. Beaucoup de respect pour les autres. Oui. Beaucoup de respect pour l'autre. Un amour pour et une grande revanche sur les nazis, excuse-moi maman, parce que je pense que on n'a pas dit Shoah. Voilà. On n'a pas dit Shoah. Je crois que c'était je crois ça, qu'il faut qu'on prononce quand on parle... chacune d'entre nous une fois le mot Shoah en fait, mémoire de papa. Allons-y. Shoah. Je crois quand même on peut raconter voilà, aux il n'y avait auditeurs pas que... un repas sans qu'on évoque la guerre. Tous les codes de papa, c'était des codes de guerre. Voilà. Quand on ouvrait la porte en bas, c'était le code de Goebbels quand il avait envahi je ne sais quel... voilà. On peut dire aussi que papa était un enfant de la guerre, qu'il est resté peut-être jusqu'à la fin de sa vie un enfant de la guerre. Il m'a toujours dit que jusqu'à la fin de ses jours, il n'osait pas rentrer dans un commissariat, il avait peur de pas en ressortir. Ah bah ça, je comprends le sentiment, ça m'arrive aussi. Je crois que j'ai pris ça de papa. Je pense qu'on est vraiment des filles de la 2e génération de la guerre. Oui. Hein. Et quelque part, papa n'était jamais vraiment sorti ni du ghetto, ni du camp de Suisse. Il en parlait vraiment toutes les semaines. Il a été élevé en tout le Suisse, temps. il a été caché avec ses parents en Suisse. Je voudrais dire juste sur Israël, parce que Noémie parlait. Et qu'il avait donc, excuse-moi, qu'il avait donc une grande... il était très intéressé par le sort des réfugiés partout dans le monde. Oui. C'était une cause qui lui était chère et que j'espère pouvoir... il s'est toujours senti enfant de la guerre, enfant de réfugiés. Et enfant de l'exil. Enfant d'immigrants. D'immigrants, bien sûr. Et je pense qu'il y a aussi un autre point, et c'est un Français,
Oui. Il aimait bien vivre en France, il aimait bien Paris, etc. Mais pour lui, c'était très important aussi que les Juifs montent en Israël et continuent la vie en Israël. Et là, Voilà, c'est un point qui est aussi très Bien important, sûr. le sionisme et papa. Voilà, pour faire le lien avec ce que Noémie dit, que papa, à chaque fois qu'il était en Israël, qu'il allait voir, et notamment ça avait commencé avec les fils de Noémie qui faisaient des matchs de foot et de basket, et après les filles de Déborah, et quand il a eu les petits-enfants à l'armée, et ceux qui arrivaient, il disait quelle belle revanche sur les nazis. À chaque fois qu'il s'asseyait, qu'il y avait du monde quelque part, il disait quelle belle revanche sur les nazis. Je crois que ça Il a le été, disait pas seulement, il le disait avec les larmes aux yeux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, notre peine est infinie, notre chagrin très grand. Voilà, on espère que vous avez vécu un petit peu de ce que notre père a été pour vous. On l'a beaucoup partagé avec voilà, vous, on espère l'avoir partagé autrement avec vous. Merci à tous. Bonne journée, bonne semaine et soyez prudents.